Ce que l'on appelle l'âge d'or de l'Espagne est souvent considéré comme une période de réalisation remarquable. Des armées puissantes, des trésors inépuisables, des écrivains célèbres et des peintures glorieuses, l'Espagne semblait inarrêtable. Mais derrière cette façade dorée, un problème existait. Le trésor qui avait bâti l'empire espagnol allait aussi causer sa chute. Lorsque Christophe Colomb est revenu de ses voyages à la fin du XVe siècle, il avait ouvert la porte d'un tout nouveau monde pour l'Espagne. Au XVIe siècle, l'Espagne dominait un immense empire incluant le Mexique, Panama, Bolivie, Pérou, Chili, Cuba et de nombreux autres territoires. L'Espagne, à la différence de certains rivaux européens, avait remporté le gros lot. Ses colonies contenaient d'énormes gisements d'argent et d'or. La couronne espagnole ne perdit pas de temps. À la fin du siècle, les autorités coloniales avaient extrait plus de 180 tonnes d'or et une quantité incroyable de 16 000 tonnes d'argent. Tout cela était strictement contrôlé puis envoyé en métropole via les célèbres flottes au trésor. Chaque année, 2 grands convois partirent des ports espagnols comme Séville et Cadix. Les navires emportaient à l'allée du papier, livres, vins, vêtements et autres marchandises européennes. Après avoir traversé l'Atlantique orageux, ils se séparaient, une flotte partait vers le nord, vers le Mexique, l'autre vers le sud, vers l'Argentine et le Chili. À leur retour, leurs cales regorgeaient de bois, de sucre, de poivrons, de tomates, de pierres précieuses, de perles, et surtout de montagnes d'argent et d'or. Toujours escortés par des navires de guerre, ces flottes faisaient face aux pirates et tempêtes, mais la plupart des convois arrivaient à destination. Lorsqu'ils accostèrent de retour en Espagne, des foules se rassemblaient pour assister à l'afflux de trésors dans le royaume. La couronne prélevait 20% de taxes, appelée quinto real. Cet argent finançait directement armées, châteaux, palais et cathédrales au trésor royal. Pendant un certain temps, il semblait que l'Espagne avait trouvé une source de pouvoir illimitée. Les résultats étaient spectaculaires. L'Espagne était devenue la superpuissance européenne, menant ses armées en Méditerranée, aux Pays-Bas et en Amérique. Sa marine patrouillait les mers, et la culture espagnole prospérait. Les nobles et rois ont financé de nouveaux bâtiments, musique et art. Des auteurs comme Miguel de Cervantes, créateur de Don Quichotte, ont légué à l'Espagne une littérature durable. Aux yeux de l'Europe, l'Espagne paraissait avoir trouvé le secret d'une richesse infinie. L'or, tels les moulins à vent de Don Quichotte, pouvait tromper. Pourtant, l'Espagne était tombée dans un piège dangereux. Elle dépendait entièrement de l'or et de l'argent importés. Pourquoi produire soi-même, quand on peut tout acheter avec des trésors venus d'outre-mer ? Les autres nations n'ont pas fait cette erreur. L'Angleterre, la France et les Pays-Bas avaient aussi des colonies, mais ils utilisaient leurs richesses d'outre-mer pour renforcer leurs industries chez eux. Ils ont construit des ateliers, investi dans l'agriculture et développé la fabrication. L'Espagne a fait le contraire. Les monarques et les nobles espagnols préféraient importer tout ce dont ils avaient besoin. Les industries locales ont chuté. Les ouvriers licenciés, les agriculteurs ont quitté leurs terres, et l'économie espagnole s'est appauvrie. Et puis vint l'Inquisition. Au début des années 1500, l'Espagne a expulsé plus de 150 000 juifs et musulmans. Nombre de ces personnes étaient banquiers, commerçants ou artisans qualifiés. En les expulsant, l'Espagne a perdu les industries mêmes, comme l'acier, le verre et le textile, qui auraient pu soutenir son économie. Avec moins de marchandises à vendre et autant de métaux précieux inondant le marché, les prix ont grimpé en flèche. Cette période est devenue connue sous le nom de révolution des prix. Les salaires n'ont pas augmenté avec le coût de la vie, donc les Espagnols ordinaires sont devenus plus pauvres. Nombreux ont quitté les villes pour survivre à la campagne. L'or devait enrichir l'Espagne. Au lieu de cela a rendu la vie plus difficile pour les gens ordinaires. Dépenses excessives et surextension. Les problèmes ne se limitaient pas à l'inflation. Les dirigeants espagnols dépensaient comme si l'or était inépuisable. Les produits de luxe affluaient, porcelaine fine, épices, pierres précieuses, des palais surgissaient partout dans le pays. Et puis, il y avait les guerres. Le trône d'Espagne passa entre les mains de la puissante dynastie des Habsbourg, et avec eux vinrent des ambitions dynastiques sans fin. L'empereur Charles Quint, souverain de l'Espagne et d'une grande partie de l'Europe centrale, rêvait de maintenir un seul grand empire. Il a dit célèbrement, je cite, « Je parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon cheval. » Fin de citation. Charles et ses nouveaux successeurs ont plongé l'Espagne dans des guerres contre la France, l'Empire ottoman, la réforme protestante et les provinces rebelles des Pays-Bas. Ces guerres étaient coûteuses. Pour les financer, l'Espagne a beaucoup emprunté auprès des grandes familles bancaires d'Europe. Mais l'emprunt créait un autre piège.
Les prêts étaient remboursés avec l'or américain, souvent avant même son arrivée. Si une flotte était perdue à cause des tempêtes ou capturée par ses ennemis, les finances de l'Espagne s'effondraient. La monarchie fit défaut sur ses dettes 3 fois dans les années 1500, en 1557, 1575 et 1596. Chaque fois, la réputation de l'Espagne se dégradait davantage. L'Empire visait le monde, mais son économie montrait déjà des faiblesses. Des fissures apparaissaient. Au XVIIe siècle, les problèmes de l'Espagne ne pouvaient plus être cachés. Les fonctionnaires coloniaux et les élites locales détournaient davantage de trésors avant qu'ils n'atteignent l'Espagne. La contrebande devint courante. La corruption prospérait. Les rivaux de l'Espagne devenaient également plus audacieux. Les corsaires français et anglais écumaient les mers. Les rebelles néerlandais attaquèrent les navires espagnols. Malgré l'arrivée de la plupart des flottes au port, les risques augmentaient chaque année. En 1628, l'amiral néerlandais Piet Hein porta un coup dur à l'Espagne lors d'un des raids navals les plus audacieux de l'histoire. Au large des côtes de Cuba, il captura toute une flotte de trésors dans la baie de Matanzas. Les Néerlandais rapportèrent l'argent triomphalement, l'Espagne étant sous le choc. Ces événements ont affaibli le contrôle de l'Espagne sur ses richesses. Pire encore, l'arrivée d'argent volé ou de contrebande a déstabilisé les marchés européens. Les prix ont augmenté ailleurs, mais ces économies, contrairement à l'Espagne, se sont adaptées. L'Angleterre a saisi l'occasion pour renforcer son industrie textile, préparant la révolution industrielle un siècle après. L'Espagne, prisonnière de sa dépendance à l'or, n'a pas suivi le rythme. Lorsque l'or s'est épuisé, le coup de grâce a été le plus simple. Vers le milieu des années 1600, les mines elles-mêmes commencèrent à s'épuiser. Les veines les plus riches d'argent et d'or avaient déjà été exploitées. Extraire ce qui restait signifiait creuser plus profondément à un coût bien plus élevé. Avec la baisse de production, la bouée de sauvetage de l'Espagne disparaissait. Privée de métaux précieux, l'économie s'est effondrée. Les importations ont baissé, les industries locales étant trop faibles pour les remplacer. Inflation, dette et corruption ont empêché l'Espagne de se redresser. Entre-temps, les colonies dépendaient beaucoup moins de l'Espagne. Les économies locales du Mexique et du Pérou se sont développées, produisant nourriture, bétail et artisanat pour leur propre usage. Beaucoup d'élites coloniales détournaient secrètement l'argent espagnol à leur profit. Avec le temps, cette autonomie a semé les graines des futurs mouvements d'indépendance en Amérique latine. De retour en Europe, l'Espagne s'est affaiblie. Ses armées et sa marine n'étaient plus dominantes. L'Angleterre et la France sont devenues les nouvelles superpuissances du continent. Déclin royal. La dynastie des Habsbourg, jadis maîtresse de la moitié de l'Europe, s'est effondrée sous le poids de son empire. Le dernier roi Habsbourg d'Espagne, Charles II, était maladif et sans enfant. À la mort de 1700, la dynastie Bourbon de France hérita du trône d'Espagne. Les nouveaux rois furent horrifiés par leur découverte. L'Espagne était très endettée, ses industries ruinées et ses colonies instables. L'empire jadis puissant n'était plus qu'une ombre de lui-même. L'ironie était à son comble. L'or qui avait fait de l'Espagne une puissance mondiale l'avait aussi détruite. On récolte ce que l'on sème. L'histoire de l'Espagne offre une leçon puissante. Construire sa richesse uniquement sur des trésors est dangereux. L'Espagne avait dilapidé son or américain dans des guerres, des luxes et des importations, négligeant agriculture, industrie et population. Quand l'or s'est épuisé, l'avenir de l'Espagne s'est assombri. D'autres pays ont compris l'inverse. L'Angleterre, la France et les Pays-Bas ont investi leurs richesses coloniales dans des industries durables. Ils ont subi l'inflation, mais ils se sont adaptés. Dans les siècles à venir, ils allaient dominer le commerce et l'industrie mondiaux. Pour l'Espagne, leur âge d'or s'est terminé dans l'ironie. Ce qui semblait être la bénédiction suprême des trésors sans fin venus d'outre-mer est devenu une malédiction. L'Espagne a récolté ce qu'elle avait semé, prouvant que parfois, trop d'or peut être le trésor le plus dangereux de tous.